je suis la maman du petit Léo qui a 8 ans et qui est polyhandicapé, donc on dit aussi IMC. En fait, il a fait 4 AVC dans sa première année de vie à partir de l'âge de 9 mois et demi. Et donc pendant 5 6 ans, on a su que c'était une maladie rare, on savait, mais on ne savait pas laquelle c'était. Et puis on a su en 2018, là, au décès du papa, que en fait, il souffrait de la maladie de Moya Moya, parce il est décédé d'AVC, de son troisième, en fait. Mais à ce moment-là, on ne savait pas quand Léo avait fait. Et du coup, on a fait les examens à Necker, et donc c'est la maladie de Moya Moya, AVC à répétition, tout ça. Voilà, alors après Léo, donc il est polyhandicapé parce qu'il ne tient pas assis, il ne tient pas debout, donc il ne marche pas. Il dit quelques mots, enfin il progresse quoi, mais au tout départ il bougeait aucun membre, il tenait pas sa tête et il disait rien, il sortait pas de son, il progresse. Il a du mal encore avec ses mains un petit peu à tenir, il tient mieux sa tête, il a commencé à avoir un peu plus de force dans le tronc et à tenir assis en tailleur, par exemple sur un tapis quelques secondes, voire des minutes même. Voilà, on fait toujours attention quand même, mais c'est encore long avant qu'il tienne assis vraiment. Et par contre, il a beaucoup de spasticité, de problèmes de muscles. En fait, ses muscles sont très raides. C'est en fait les muscles qui se contractent et puis qui grandissent pas de la même vitesse aussi que les os. Donc il y a des problèmes à la croissance souvent et ça fait des déformations. Léo, il commence à avoir les pieds qui partent sur le côté. Il commence à avoir des problèmes de hanches aussi. Voilà, donc c'est compliqué, ça lui fait des douleurs et puis ça l'empêche de progresser parce que ça lui fait les jambes bien raides et puis du coup bah, ça le fait partir en arrière à la position assise, puis c'est ça qui l'empêche de tenir assis. Avec moins de spasticité, c'est presque sûr qu'il tiendrait assis. Et c'est pour ça qu'on est obligé d'avoir un équipement, des appareillages, tout ça, un fauteuil comme il a là qui coûte 6 656 € à peu près, enfin plus de 6 000 €, remboursé par la Sécu 962 €. Donc voilà, et puis la MDPH quand même, en fonds de compensation nous a donné 4 000, donc on est assez content parce qu'on s'attendait à moins. Enfin voilà, s'il tenait assis, on aurait un fauteuil remboursé par la Sécu, normal, hein, on n'aurait pas de frais en plus, parce que là c'est un fauteuil avec bascule d'assise qui est très important pour lui, parce qu'il lui faut une assise un petit peu basculant en arrière, sinon ses jambes empirent. Enfin, c'est compliqué, voilà, quand on n'est pas dedans, mais voilà, ça, il ne pouvait pas être dans un Action 3, les fauteuils tout remboursés par la Sécu. Ensuite, donc il a fait 3 ans de maternelle à Romange avec une AVS, c'était génial, on était bien contents. On y allait tous les matins de 9 h à 10 h 45 à peu près, parce qu'après il a beaucoup de rendez-vous. Et puis après, il fatiguait vite aussi. Et là, bon, ben, en maternelle, il est déjà trop grand physiquement. Hein, et on ne va pas le mettre jusqu'à voilà, 25 ans non plus en maternelle. Et puis après, en CP, grande section CP, il a pas l'évolution nécessaire. Quoi. Alors, donc, il n'y a pas beaucoup de choix. En Ulysse, en classe Ulysse, en choses comme ça, il faut avoir apparemment, à ce qu'on m'a dit, une certaine... Enfin, il faut avoir un niveau, quoi. Et donc, c'est l'IME ou alors l'école à la maison. Et puis, donc, on fait l'école à la maison. On a essayé le CNED adapté pour les handicapés, mais en vrai, c'est adapté pour tous les handicapés confondus. Donc, il y a une page où, par exemple, il doit sauter en l'air dans un rond. Enfin, ça, c'est plus pour, par exemple, les enfants autistes, peut-être. Après, il y en a une où il doit rester une poésie, là, il peut pas. Donc, enfin, il y a plein de choses qu'il pouvait pas faire quand même. Donc, on a dû arrêter le CNED adapté. Et puis, je fais l'école à la maison avec des cahiers de vacances, des supports que moi je trouve, des choses que je trouve sur Internet. Enfin, voilà, on se débrouille. On est suivi par l'académie, l'inspection académique, qui doit venir nous voir, mais avec le Covid, ça a été repoussé plein de fois. Donc on est suivi, il n'y a pas de souci, on est déclaré à la mairie, enfin voilà, c'est vraiment bien fait. Voilà. Et bah, sinon, les journées sont bien remplies, hein, on est très fatigué le soir, un peu pareil que si j'étais, parce qu'avant j'étais maîtrise auto-école, je travaillais, j'étais fatiguée, mais là c'est une autre fatigue. Et donc c'est vraiment, là par exemple, le jeudi matin,
ça va. Suivant les années, ça dépend des emplois du temps. Mais par exemple, allez, on va commencer le lundi, normal. Le lundi, en général, on travaille ensemble le matin. Ensuite, un lundi sur deux, j'anime une émission à la radio à Besançon, donc on l'emmène. Je fais une émission qui s'appelle Autour du handicap, voilà. Et puis, donc, j'ai des invités un lundi sur deux. Je fais que un lundi sur deux parce que j'ai pas le temps, justement. Et donc après, à 16h30, de quand on sort de l'émission, eh ben, il faut être à 16h30 chez la kiné à Tavo pour Léa. Et puis après, souvent il est fatigué, je le laisse tranquille, tout ça, il regarde un petit dessin animé quand on rentre, voilà. Après, le mardi matin, il a psychomotricité, normalement. Ensuite, l'après-midi, donc il a psychomote. Le mardi, après, il a une AMP qui vient un petit peu de lui faire du travail d'ergot, tout ça. Parce que bon, c'est le souci avec le CESAD, on demande de l'ergot, mais il nous donne une AMP. Mais bon, elle est très bien, elle fait voilà du travail d'ergot. Moi, j'ai pris une ergot à côté que je paye 46 € par semaine, mais c'est une bonne ergot. Mais l'AMP qui vient, elle est géniale aussi, hein, voilà. C'est juste qu'elle n'a pas un regard de vrai ergot, quoi. Alors après, à 16h, il y a Manon, la kiné du CESAD qui vient, qui est géniale aussi. Et puis, en dehors de ça, soit il est vraiment fatigué, je le laisse devant voilà, ses vidéos de moto, ses dessins animés, je le laisse faire ce qu'il a envie pour se poser, comme un autre enfant qui irait en récréation ou qui se poserait un peu, quoi. Et puis s'il est en forme, ben voilà, on fait des activités. S'il est en forme au niveau de l'intellect, ben, je lui fais des activités. Si c'est plus en forme au niveau physique, je lui fais des travaux sur le tapis, des trucs comme ça. Le mercredi matin, normalement, hors Covid, la musique, hein, à Tavo à l'école de musique. Donc souvent, c'est l'éducatrice du CESAD qui l'accompagne, puis quand elle n'est pas là, c'est moi. Donc il est avec d'autres enfants dits non handicapés, quoi, mais ça l'éveille beaucoup, il adore la musique. Et puis l'après-midi, il va à Besançon dans une association qui s'appelle ALED, qui s'occupe d'enfants handicapés tout confondus aussi, et puis qui fait des activités hors Covid aussi, voilà. Et le jeudi, eh ben, le matin, on travaille ensemble sur différentes choses, tout dépend comme il est. Et puis l'après-midi, il a orthophonie. Donc là, on fait en visio, parce qu'en fait, l'orthophonie, c'est avec le masque, c'est compliqué de faire. Si je vais à son cabinet, elle va devoir porter le masque et puis on ne verra pas sa bouche. Donc on fait en visio, puis comme ça, elle n'est pas obligée de mettre le masque. Et ensuite, il va à 15h30 à la kiné à Autun. Il a 3 kinés en fait maintenant. Donc il a une kiné du CESAD, la kiné à Tavo et puis la kiné à Autun. Donc après la kiné à Autun, là, le jeudi, on revient. Il a eu l'ergot que je prends en libéral qui vient à 17h là. Et puis après, en général, il est suivi, je le laisse un coup tranquille. Puis après, il y a les devoirs du grand, parce que j'ai aussi un fils qui a 13 ans, qui est en 4e, et puis qui est pas tellement facile avec les devoirs. Donc le soir, je le mets dans son motilo, là c'est un déambulateur, et puis je m'occupe de Mathis pour le motiver sur ses devoirs. Et puis le vendredi matin, eh ben, il a kiné encore à Tavo. Et puis l'après-midi, normalement hors Covid, on va à la piscine pour le détendre parce que ça fait 6 ans peut-être que je demande des ordonnances pour faire de la balnéo, mais apparemment ils disent que c'est un luxe pour Léo. En sachant que quand il fait de la balnéo, quand on va en stage là dans le sud, eh ben, elle a 34 degrés, l'eau, eh ben, ses jambes sont, comme je dis, tout chamallow. Ça veut dire qu'il est plus raide. Et donc ça lui fait du bien aux muscles. Mais voilà, je pense que c'est une histoire d'argent. Hein, je sais que je suis filmée, mais voilà, de toute façon, ils savent ce que j'en pense. Je pense que c'est une histoire d'argent, puis quand je vois les petites mamies, elles en ont certainement besoin aussi, mais à mon avis, pas toutes autant que mon fils quand même. Sortir de la balnéo quand je vais essayer encore et encore de lui en faire, enfin, de lui avoir accès. Voilà, je suis un peu dégoûtée, quoi. Mais du coup, je l'emmène à la piscine à Besançon, chez, je sais plus comment ça s'appelle, enfin, c'est une piscine exprès. Par contre, on a un horaire, c'est le vendredi de 16h15 à 17h15. Si on loupe cet horaire-là, il faut attendre la semaine d'après. Il n'y a que cet horaire-là où on peut aller, que c'est ouvert en fait pour nous. Et puis l'eau, elle est à 32 degrés, donc voilà, ça lui fait du bien. On discute avec toutes les mamies qui sont là-bas, c'est sympa. Mais ça fait longtemps qu'on n'est pas allé avec le Covid, voilà. C'est vrai que si on était milliardaire, on aurait fait creuser une piscine dans notre maison. Ce serait bien. On n'est pas tous égaux, voilà. Et puis après, bah, le week-end, je le fais pas travailler, quoi. Le week-end, on essaye d'être un petit peu tous ensemble à faire des activités, ou alors là, avec l'histoire du Covid, on se fait plus des temps à regarder des films, tout ça, voilà.
Mais Léo, si on fait rien pendant un moment, ça va l'énerver, il est tout après mal luné. Il faut qu'il bouge, qu'il voie du monde et tout. Voilà, et puis après, on va à chaque vacances scolaires quand on a les moyens, là, hors Covid, parce qu'avec le Covid, on n'a plus d'argent dans les caisses de l'association. Mais quand on a les moyens, ben, on va en stage, et puis il faut qu'on trouve entre 6 et 8 000 € par an pour pouvoir aller en stage. Parce qu'on y va à chaque vacances sauf celle de Noël. Et puis la celle d'avril cette année, parce que normalement il y a le défi humanitaire là, qui va se faire. Mais voilà, on va en stage pour lui faire faire des exercices en plus pendant les vacances, puis qui progresse. C'est ce qu'il a fait déjà beaucoup progresser. Voilà. Là, on y va en février, alors j'espère que je vais pouvoir tout financer sans être obligé voilà, de demander de. Enfin, voilà, je vais voir. Et sinon, après, bah, il y a une éducation conductive, c'est une thérapie alternative. D'habitude, je vais partout en France. Puis là, il y en a une école qui est ouverte à Dijon, donc pas loin. Donc je vais essayer d'y aller là en janvier, en mars, en mai, en juillet, parce que c'est un petit peu moins cher que les autres stages que je fais. Et puis je vais voilà, financer avec mon argent personnel. Donc on va serrer un peu la ceinture. Voilà quoi. Mais on va faire en sorte que Léo il progresse de plus en plus. Voilà. Alors oui, on a un chien des chiens, parce que Léo, en fait, il a 8 ans. Et on a le chien depuis janvier. Avant, en fait, comme il a fait ses AVC, là, peut-être pense que c'est pour ça la nuit. Et bien, en fait, la nuit, il est très anxieux. Et puis, il n'arrive pas à dormir. Enfin, avant le chien, j'arrivais encore à le coucher. Là, c'était déjà un gros progrès dans son lit. Avec un dessin animé, je trichais. Et puis, vers minuit et demi, 1 heure du matin, même en remettant un dessin animé, enfin, voilà, je ne pouvais plus rien faire. Il fallait qu'il vienne avec moi monter là-haut dans ma chambre. Donc, toutes les nuits, et puis après, il fallait même le retourner hein, la nuit, hein, parce que puis s'il n'était pas la tête contre ma poitrine, ça allait pas. Alors donc oui, on a ce chien depuis qu'il est là, depuis la première nuit. Après, c'est pour ça que je l'avais pris. Hein. En fait, j'avais eu des témoignages sur Randy Chien, comme quoi il y a des enfants qui avaient du problème pour dormir, et puis que depuis qu'ils avaient leur chien, ben, ils dormaient. Je me suis dit, c'est pas dit que ça va marcher avec mon fils, mais en tout cas, ça va lui apporter plein de choses quand même. Et puis dès la première nuit où il a dormi avec, en fait, le chien me remplace un peu, parce que il règle le souci de l'anxiété et depuis la première nuit que son chien est là, ben, il dort. Il y a juste là, ça fait peut-être 2 semaines que voilà, il me réveille un peu parce que des fois il y a la couverture qui s'en va là parce que Gigotte il a mal aux jambes. Puis non, ben, le chien il sait pas remettre la couverture, ça c'est dommage. En fait, il a mal aux jambes en ce moment à cause du froid, je pense, à cause de sa spasticité. Puis ça, c'est pareil, le chien, il peut rien, donc il me réveille pour que je lui donne un cachet, des choses comme ça. Mais autrement, il n'est pas remonté depuis le mois de juin dans mon lit. Voilà, dans ma chambre, je l'ai monté parce que ma chambre est à l'étage. Il fallait quand même que toutes les nuits je le monte, hein, en plein milieu de la nuit, à moitié réveillé, endormi. Et puis que je descende tous les matins. J'avais des problèmes de dos, enfin j'avais mal au dos. Moi je me suis fait opérer d'une hernie discale en 2010, donc voilà, il fallait déjà que je fasse attention. Et depuis que le chien est là, j'ai plus mal au dos. Voilà, on dort tous. Et puis, enfin, c'est génial, quoi. Et ça lui a fait de l'éveil. Au niveau psychomotricité, kiné, tout ça, ils ont vu de la différence aussi. Enfin, ça lui a apporté beaucoup. Puis à nous aussi, quoi, ça nous apporte beaucoup. Voilà. Assez complexe qui commence à la naissance pour Ilona, puisqu'on a appris ça, alors pas tout à fait à la naissance, on n'a rien vu du tout au début, on a appris ça au bout de ces 6 mois à peu près, on a vu qu'elle n'avait pas de réflexe, elle n'avait pas de prise en main, elle ne prenait pas d'objet, ça commence à nous inquiéter, et on a appris au 8e mois donc qu'elle avait un souci suite à une IRM, elle a donc un polyhandicap, ce qui fait qu'elle ne peut rien faire de par ses propres moyens. Elle a des difficultés et donc elle a besoin de tierces personnes pour tous les besoins de la vie, aussi bien manger, boire, s'habiller, se laver, se changer évidemment. Ilona n'est toujours pas propre à 15 ans, donc aujourd'hui, et donc la difficulté c'est ça, c'est une présence permanente et un souci, des soucis physiques puisqu'il faut absolument toujours la prendre en charge et ce qui fait que Ilona est vraiment totalement dépendante. Au niveau de sa prise en charge, ça a été très long pour qu'il y ait une prise en charge extérieure, ce qui fait qu'on est resté assez longtemps familialement,
centrée sur nous-mêmes, avec même beaucoup de soins à l'étranger dès ses 2 ans, où elle est restée jusqu'à 10 ans, en faire des navettes entre la France et la Hongrie pour être prise en charge à Budapest. L'IME nous a pris en charge, elle adore l'IME, nous a pris en charge à ses 10 ans. Et là, il est vrai que la prise en charge est particulièrement adaptée. Ilona adore y aller. On était un peu, au début, il y avait un peu des soucis au niveau des prises en charge thérapeutiques. Il n'y avait pas de kiné, il n'y avait pas d'orthophoniste. Mais aujourd'hui, elle a à peu près une prise en charge globale. Elle y va tous les jours. Elle y reste 2 nuits par semaine. Le souci étant que les week-ends et les vacances, il n'y a pas de prise en charge. Contrairement aux adultes plus tard où la prise en charge est totale et permanente. Donc le souci d'Ilona, c'est aussi qu'elle a perdu sa maman il y a 5 ans et qu'aujourd'hui je suis donc seul à m'occuper d'elle. Donc la difficulté par rapport à beaucoup de familles, c'est une prise en charge solitaire d'un enfant handicapé. Et ça, là, on est en vacances en ce moment, c'est assez compliqué parce que c'est vraiment qu'une seule personne, qui n'a pas de repos, qui est toujours sur la même personne que ça retombe. Il n'y a pas le conjoint qui peut aider, il n'y a pas les frères et sœurs qui peuvent aider, puisque son frère est grand et qu'il vit ailleurs. Oui. Donc là, c'est un peu le souci que j'ai aujourd'hui avec Ilona, c'est cette prise en charge solitaire. Dans le contexte actuel, c'est doublement la double peine, puisque c'est le Covid, le confinement, qui a été terrible au niveau du premier confinement où l'IME a fermé. Donc pendant 2 mois et demi, Ilona était seule avec moi. Son frère est venu nous aider. Et pendant 2 mois et demi, elle n'a eu aucun soin extérieur. Ce qui fait que par rapport à son handicap, c'était assez lourd. Si ce n'est un peu à la fin, la kiné est revenue doucement. Et j'ai recommencé à lui faire des séances de musicothérapie pour la détendre et voir un peu des gens à l'extérieur. On ne voyait plus personne et ça, c'était un peu terrible pour elle au niveau social. Puisqu'en plus, même s'il comprend qu'il se passe quelque chose de pas très normal et d'assez grave, elle ne comprenait pas pourquoi elle était isolée à ce point-là. Donc l'IME ayant repris progressivement au mois de mai, puis complètement au mois de juin, elle a retrouvé une vie quasi normale par rapport à la prise en charge IME. Et heureusement, au deuxième confinement, il n'y a pas eu de fermeture, ce qui fait que, mis à part les attestations, les sorties limitées, elle avait au moins sa vie sociale à l'IME, ce qui est important pour elle. Il faut quand même savoir que depuis le mois de mars, elle est allée une fois au restaurant et plus jamais dans un magasin. Donc pour elle qui est assez... non pas qu'elle aime acheter, mais elle aime surtout voir des gens, et c'est vrai que les magasins, c'est une des façons de voir des personnes. Et les sorties en ville, c'était moins évident aussi, parce qu'il y avait cette histoire de masque à mettre en permanence. Et aujourd'hui, j'ai une dérogation pour elle, mais à l'époque, on n'en avait pas, donc on n'allait même plus en ville, ce qui fait que cette année 2020, en plus des difficultés habituelles, c'est greffé des difficultés sociales qui nous a totalement isolés un peu des autres. Donc ça, c'était la difficulté particulière qui, espérons en 2021, même si ce n'est pas gagné pour l'instant, on s'en sort un peu. Il faut savoir qu'Ilona, elle a très peu de loisirs, elle adore surtout la musique, et on allait beaucoup aux concerts à Dijon, au Zénith. Ça a été totalement supprimé, évidemment. On avait plein de concerts à voir cette année. Et c'est encore un loisir qui a été supprimé. Donc voilà, c'était une difficulté quand on doit occuper une enfant comme elle à la maison, sans sortie, sans concert, sans resto, sans magasin. C'est très compliqué. Et des fois, Ilona montre son mécontentement, et même si c'est pas souvent. Et donc la difficulté, ça rejaillit sur elle mange moins, elle boit moins, elle montre un peu son mécontentement, c'est ce que je peux comprendre, même si c'est moi qui subis. Mais voilà, c'est sa façon de s'exprimer aussi. Donc, sinon, c'est une enfant très agréable, heureusement, très souriante. Et voilà, maintenant elle arrive à 15 ans, donc la période de l'adolescence, donc il y a forcément des difficultés liées à cette période-là. Hein. Alors beaucoup de gens se posent la question de savoir, pour que c'est une fille, comment s'occuper d'elle à l'adolescence, voilà, il faut faire avec, et elle a ses règles, donc il faut faire quand elle a ses règles, il faut la changer quand elle a fait ses besoins, voilà, c'est pas forcément agréable, mais c'est ma fille, donc j'ai pas le choix.
J'ai essayé aussi de me rapprocher de l'ADMR ou équivalent, hein, pour essayer d'avoir quelqu'un pour m'aider dans certains moments de la journée. La difficulté, c'est que avec Ilona, je ne sais pas quand elle se réveille le matin, je ne sais pas quand j'ai besoin d'elle pour la changer, puisque c'est variable en fonction de ses besoins. L'ADMR n'était pas trop... on ne voulait pas trop s'engager sur les personnes, parce que je voulais aussi que les personnes qui viennent pour m'aider soient à peu près les mêmes, pour qu'Ilona puisse s'habituer et puisse s'attacher, qu'elle n'ait pas de réticence. Bon, ça, c'est évidemment, pour une structure comme ça, c'est pas simple, il faut gérer le personnel. Il y avait aussi au départ, apparemment, il fallait une dérogation auprès de l'ARS pour qu'ils puissent s'occuper d'enfants. Ça, je ne savais pas, mais ils ont plus vocation à s'occuper de personnes âgées. Je crois que la dérogation, ils l'avaient quand même eu, mais après, c'était au niveau des horaires, ça n'allait pas, c'était pas adapté à la vie de ma fille, donc je voulais pas la perturber le matin ou faire en sorte qu'elle se lave à 3 heures de l'après-midi alors qu'on la lave le soir parce qu'à la fin de la journée, ce qui est quand même plus simple. Donc voilà, j'ai abandonné cette idée-là, ce qui fait que j'ai eu recours à une personne avec des chèques emploi-service pour m'aider aussi en certaines périodes, ça a bien marché. La difficulté, c'est de trouver une personne qui sache à l'extérieur s'occuper d'enfants handicapés, qui soit disponible, donc sans emploi ou avec un emploi à mi-temps. Donc ça a marché jusqu'au moment où la personne retrouve un emploi, et après, c'est de retrouver quelqu'un d'équivalent. C'est pas simple. Ilona voudrait malgré tout, elle le fait ressentir auprès des personnes à l'IME, elle voudrait des fois qu'une personne féminine, qu'une femme vienne s'occuper d'elle pour un peu, c'est entre filles, quoi. C'est un peu un manque pour elle. Bon. Ça, je peux le comprendre aussi. Que dire après sur la prise en charge? Bon, voilà, la solitude, la permanence des soins, le manque de repos, le manque de sociabilité. Tout ça, c'est vrai que c'est pesant pour les dents aussi à force. Mais bon, ça c'est ma vie. Après, sur le matériel, la prise en charge, évidemment, de personnes polyhandicapées nécessite un certain nombre de matériel. Ça commence par le véhicule. Il était temps de changer de véhicule, parce que sinon, vous n'arrivez plus à mettre votre enfant facilement dans la voiture. Donc, véhicule aménagé, ça coûte cher. Il faut compter l'aménagement, c'est à peu près 10 000 €. Bon, j'ai une prise en charge de département qui était quand même de 7 500 € au total. Donc, il reste quand même 2005, c'est pas négligeable, mais il y en a qui ont peut-être des fois moins d'aide. Après, le gros souci qu'on a eu, c'est qu'on avait une maison qui n'était pas du tout adaptée. Dans un village, en plus, à une vingtaine de kilomètres de Dole, une maison où la salle de bain est à l'étage, et avec des marches un peu partout, une belle maison comptoise, mais qui n'était pas du tout adaptée, des couloirs pas très larges. Ce qui fait que c'était trop usant, et donc on a décidé de vendre et de construire une maison ici à Dole de plein pied et adaptée au handicap d'Ilona. Donc ça a des surcoûts. Il y a aussi une prise en charge par le département qui ne couvre pas forcément tous les aménagements nécessaires, mais qui est quand même une belle aide. Donc on ne peut pas se plaindre. C'est quand même un investissement que tout le monde ne peut pas faire. Heureusement qu'on avait cette maison en contrepartie. Surtout que je ne suis pas tout jeune, hein, j'ai quand même plus de 50 ans, voire même presque 60. Léo. Donc ça, c'était le gros investissement, le véhicule, la maison, et après, il y a tout le matériel nécessaire de la vie de tous les jours. Donc ça commence par le fauteuil. Le fauteuil qui, aujourd'hui, j'ai fait un investissement pour avoir une assistance électrique, parce que se promener avec un fauteuil de 35 kg et un enfant de presque 40, à pousser dans les rues, c'est pas du tout évident. Donc l'assistance permet, dans les montées, et d'avoir au moins une aisance physique pour pousser le fauteuil d'Ilona. En sachant en plus, et là je glisserai mon petit mot sur les trottoirs de Dole, qui sont totalement inadaptés aux personnes handicapées, voire même aux femmes à des poussettes, aux femmes, aux couples, aux parents à des poussettes. Et c'est une catastrophe. Il y a très peu, à part le centre-ville qui a été aménagé il n'y a pas très longtemps, où là c'est agréable de pousser un fauteuil, tous les trottoirs de Dole sont pénibles, avec des trottoirs très hauts. Il n'y a même pas au niveau des passages pour piétons, il n'y a même pas des rabaissements pour qu'on puisse passer facilement le fauteuil. Les macadams dessus, il y a des trous, il y a des imperfections, ce qui fait qu'elle est tout le temps secouée. Donc voilà, c'est pas une volonté de la ville, c'est pas une priorité, mais les trottoirs de Dole sont totalement inadaptés au handicap, ça c'est clair.
Les magasins font des efforts. Même dans le centre-ville qui est ancien, ils essaient de faire des... Vous sonnez, ils vous amènent des plans inclinés, ils essayent, tout le monde, voilà. Mais la ville, elle ne fait rien. Ça pourrait servir à beaucoup de gens. Ça pourrait servir pour servir des fois des vélos et à côté avoir une petite piste pour les fauteuils, pour les poussettes. Rien n'est fait. Et après, voilà, c'est un peu difficile. Les places pour handicapés sont très peu présentes et souvent occupées par des personnes non handicapées. Ça aussi, il faut le dire. Donc c'est très difficile d'avoir une vie quasi normale quand on essaie d'être quelque part avec une personne handicapée. Ça, c'est en aparté. Revenons au niveau du matériel. Donc le fauteuil roulant, c'est indispensable. Le lit médicalisé, avec l'âge, c'est indispensable parce que descendre quelqu'un, le porter jusqu'au sol, le relever, c'est très dur. Donc là, le lit, c'est super. On a un chariot de douche donc, pour la laver aussi, avec un vérin pour la remonter, la descendre en fonction des besoins, ce qui fait que ça soulage. On a un lève-malade, donc pour passer du lit à la douche ou du lit au fauteuil, ce qui permet qu'on a, à partir d'un certain âge, parce que jusqu'à ses 14 ans, je l'ai soulevé, pour faire tous les transferts, ce qui fait que c'est injouable physiquement. À un moment donné, là, j'ai plus de dos d'ailleurs. Donc aujourd'hui, on a à peu près l'équipement qu'il faut. On a donc le lit médicalisé est pris totalement en charge, le lève-malade est pris totalement en charge, c'est de la location. Le chariot de douche n'est pas pris en charge, du moins que partiellement. Donc, hein, comme je disais, c'est sur 2500, c'est 700 € à peu près. On a aussi une chaise percée pour essayer de lui apprendre à faire ses besoins. Ça coûte aussi dans l'ordre de 2500 € avec la même prise en charge. Donc, c'est des restes à charge qui sont souvent importants, d'où la création localement, mais je crois que c'est un peu général à toute la France, d'associations un peu, une multitude d'associations focalisées sur l'enfant en question pour essayer de glaner des dons et essayer de compenser tous les restes à charge qui sont relativement importants. Sur le fauteuil roulant, tout a été pris en charge par la Sécu, la mutuelle et le département. Donc là, on n'a pas de reste à charge du tout, et ce qui fait quand même du bien. C'est notre dépense de l'année. Comme en plus l'association n'a pas marché à cause du Covid, au moins là, notre prise en charge est totale. Après, au niveau, là où il y a aussi un manque de reconnaissance, et surtout tout ce qui est traitement alternatif, sorti de la kiné, de l'orthophonie, il y a des traitements qui existent, surtout en Europe, et il n'y en avait pas beaucoup en France, qui permettent d'aider les enfants handicapés à progresser. Alors, je pense que la France doit penser que les progrès ne sont pas suffisants pour investir, ce qui fait que c'est un peu gênant. Donc nous, on est allé beaucoup en Belgique, on est allé en Suisse, on est allé beaucoup en Hongrie. Si Ilona aujourd'hui en est à ce stade au niveau surtout intellectuel, parce que physiquement, elle a peu progressé, c'est grâce à tous ces traitements alternatifs. Le traitement belge, par contre, lui a fait beaucoup d'effets sur tout ce qui était tonus musculaire. Et là, c'est du biofeedback qu'on a fait à Anvers pendant plusieurs séances. Et là, c'est grâce à ça qu'elle tient mieux sa tête aujourd'hui, que son tronc tient beaucoup mieux. Parce qu'avant, elle était comme ça dans son fauteuil. Aujourd'hui, à peu près une prestance, même si la tête tombe un peu. Là. Mais c'est un peu la fatigue de l'après-midi. Donc ça nous a fait beaucoup de bien. Le seul souci, c'est que voilà, c'est loin, c'est cher, c'est pas pris en charge. Et au retour, il faudrait aussi avoir une assistance ici pour mettre en œuvre un peu ce qu'on apprend aussi à l'étranger. Parce que, comme ce qu'on a fait en Suisse, c'était sur tout ce qui était buccal, tout ce qui était au niveau manger, boire, déglutir, il faudrait faire les exercices quotidiens. Et Ilona refuse que ce soit moi qui le fasse. Voilà, je ne suis pas son thérapeute, je suis son père, et donc elle est réticente. Et après, trouver quelqu'un, ça retombe dans trouver une personne pour vous aider, ne serait-ce qu'à la laver. Donc après, on a des difficultés aussi pour faire des choses, si ce n'est les associations pour les autistes, où ils trouvent des gens pour la méthode ABA, la méthode américaine. Il faut beaucoup de personnes pour s'occuper des enfants. Ça marche pas trop mal, mais pour Ilona, je n'ai pas réussi à mettre en œuvre certaines méthodes. Bon, le biofeedback, ça se fait là-bas, il n'y a pas de choses complémentaires à faire en France. On attend dans les séances supplémentaires, mais on a fait une méthode en Belgique, c'était aussi sur les déformations du corps. On a fait donc là, en Suisse, c'était la méthode TalkTools, c'était donc pour tout ce qui est buccal, tout ce qui est même voire prononciation, voire éviter de baver, éviter de bien manger sans avoir une travers. Donc des choses qui sont importantes dans la vie quotidienne d'un enfant handicapé. Et ça, en France, ça n'intéresse pas grand monde. Voilà, c'est un peu les griefs qu'on a contre
contre ces méthodes-là. Alors toutes les méthodes alternatives ne sont peut-être pas bonnes, pas justifiées d'une prise en charge, mais au moins qu'il y ait une évaluation des méthodes pour qu'il y ait au moins un intérêt et voir ce qui peut être aussi généralisé en France, parce que franchement, ça aide beaucoup les enfants. Des gens, où là c'est... Et là aussi, quand on bouge un peu, quand on va dans les pays européens, autres que la France, on s'aperçoit que les, les, les populations sont un peu plus matures que nous, ils acceptent mieux le handicap qu'en France. Je pense que le handicap en France, on essaie de le cacher, c'est pour ça qu'on fait des IME, donc on les cache bien, on ne les met pas en situation avec les autres. On préfère envoyer les gens en Belgique, il y a des prises en charge pour beaucoup de gens, quand les enfants handicapés déménagent dans le Nord, parce qu'il y a beaucoup plus d'établissements en Belgique, et ils sont très contents de prendre des Français, parce que la France préfère payer que d'ouvrir des structures. Beaucoup de parents ont du mal à trouver des structures. Et là, le handicap en France, c'est quelque chose un peu comme les personnes âgées. Hein. Donc, il n'y a pas de place en maison de retraite, il n'y a pas de place en IME, et ils ne sont pas prêts de faire de nouvelles places. Donc voilà, on préfère dégager par de l'argent, on préfère donner de l'argent que de mettre en place des structures adaptées et des structures pérennes et durables qui puissent un peu compenser tous ces manques de place qu'il y a chez nous. Il faut savoir qu'il en a à terme, elle doit sortir de l'IME. Il faut en gros attendre qu'une personne meure à la masse pour qu'il y ait une place de libre. Et donc, des fois, les gens restent à la masse, à l'IME jusqu'à 22 ans. Ce qui, normalement, n'était pas. Alors, c'est le décret Créton, je crois que ça s'appelle. Avant, les familles récupéraient les enfants ou les adultes, les jeunes adultes, jusqu'à ce qu'il y ait une place. Aujourd'hui, la structure est obligée de garder l'enfant jusqu'à une place se libère. Des fois, ça dure très longtemps. Ce qui fait que vous avez des populations qui vont de 4 à 22 ans dans un même service social, ce qui n'est pas non plus très valorisant pour les enfants jeunes et pour les jeunes adultes. Donc voilà, c'est ce côté manque de moyens, manque de visibilité des adultes. Il y a une hiérarchie aussi dans le monde du handicap. On parle beaucoup des autistes, on parle beaucoup des gens qui sont valides, et on parle très peu des polyhandicapés. Et c'est souvent ceux qui ont le moins de moyens et c'est le moins de budget. Donc ça, les gens n'aiment pas quand on dit ça, mais c'est une réalité. Alors je pense aussi qu'il y a un intérêt parce qu'un jeune autiste peut travailler, parce qu'un trisomique peut travailler, peut rendre service à la société, même si c'est pas toujours facile à mettre en œuvre, mais il peut y avoir un intérêt malgré tout, alors qu'un polyhandicapé ne rendra jamais service à la société. C'est aussi pour ça que tout ce qui est traitement alternatif, ça ne va pas suffisamment améliorer les choses pour que ça rende service à la société. C'est un peu cynique, mais c'est exactement ce qui se passe. Et donc le regard des gens, c'est à peu près ça. Donc moi je suis allé en Belgique et j'ai trouvé que, pourtant on dit que les Belges, surtout les Flamands, sont un peu des gens froids. Moi j'ai trouvé que les gens nous regardaient avec des sourires. Donc, il y a beaucoup plus de compassion et il n'y a pas de pitié forcément. Les places handicapées sont libres, les accès dans les magasins. On est allé à Kiabi à Bruxelles, vous avez les vigiles qui vous accompagnent jusqu'à l'ascenseur, parce qu'il y a un étage et un ascenseur pour handicapés, et on vous accompagne jusque-là. On était visiter un musée, vous avez les gens talkie-walkie qui vous disent, voilà, il arrive au 3e étage, le 3e étage, on repasse au 4e, les gens sont prévenus, nous attendent. Il y a une prise en charge qui est très intéressante, et les trottoirs sont adaptés parce qu'il y a beaucoup de vélos en Belgique, donc les gens roulent en vélo, tout le monde se côtoie, il n'y a pas d'animosité, et nous en fauteuil, on passe, à part dans les vieilles villes où il y a des rues pavées. On va demander à dépaver les rues anciennes, des rues comme à Bruges, parce qu'on est en fauteuil roulant là-dessus, on accepte, mais dans la vie de tous les jours, dans les villes belges, le handicap est beaucoup plus naturel. Il y a pas, les gens ne vous regardent pas bêtement, vous avez besoin d'une aide, vous l'avez tout de suite. Alors je ne dis pas qu'en France les gens ne vous aident pas, mais dans les magasins on vous regarde bêtement. J'ai vu des parents écarter les enfants pour pas qu'ils s'approchent d'Ilona. J'ai vu des parents qui disaient « ne viens pas ici », comme si elle était contagieuse. Donc il y a des choses qui me choquent, même si moi je ne suis pas neutre. Quand je vois un enfant handicapé, j'ai aussi un regard sur lui qui n'est pas forcément malsain, et que les parents peuvent mal interpréter. J'ai aussi fait ma part des choses entre ce qu'on interprète et ce qui est la réalité, mais il y a quand même des gestes, il y a quand même des regards qui ne sont pas toujours plaisants. Donc ça c'est... Même si en 15 ans de vie avec une personne handicapée, je m'aperçois quand même que les gens quand même évoluent. Mais
y a un gros chemin à faire encore en France sur le regard, sur l'acceptation et puis sur la façon d'aborder, même si c'est pas toujours facile, c'est gênant des fois d'avoir une personne, on ne sait pas non plus comment s'approcher, alors qu'il suffit d'être tout à fait normal. Et voilà, ce côté-là, ça a été, je le vis très différemment aujourd'hui parce que je m'en fous, mais au début, je n'osais pas aller au restaurant avec elle, par exemple, je n'osais pas trop la montrer non plus, je me cachais un peu. Et ça, j'ai dit non, c'est top, c'est bon, même si elle ne mange pas toujours proprement au restaurant, on s'en fout. Voilà. Aujourd'hui, je m'en fous. J'ai plus de scrupules là-dessus. Et puis, si les gens, s'il y en a que ça le choque, eh ben, c'est pas forcément à moi de partir. Donc, voilà. C'est un peu. Ce qu'il faut éviter aussi dans le handicap, c'est d'essayer de rester entre personnes. Ce que je faisais aussi au début, on reste entre associations, on reste entre parents. Voilà, je crois que c'est à Saint-Lupicin où il y a un centre de repos pour les aidants. Donc ils vous prennent en charge votre enfant, et puis vous avez pendant ce temps-là la journée de quoi faire autre chose. En soi, c'est pas mal, mais finalement vous restez entre adultes qui est toujours confronté au problème du handicap. Donc même si votre enfant est pris en charge, vous discutez quoi de handicap. Donc ça, voilà, ce genre de choses je ne fais pas. J'en ai marre d'être toujours d'avoir. Si le social pour les parents d'enfants handicapés, c'est d'être avec des parents d'enfants handicapés, voilà, c'est un peu trop restrictif. Et malheureusement, quand vous sortez un peu de ce système de handicap, vous restez un peu seul. C'est un peu ce que vous payez parce que, bon, là, chez la période ne s'y prête pas, mais c'est vrai qu'on est souvent seul, ça c'est clair. Et je pense que, bon, Magali est plus entourée, mais je pense que si vous discutez avec les parents, il y a quand même ce truc-là qui reste, c'est qu'on est dans un monde différent. Il n'y a pas que les enfants qui sont différents, c'est tout le monde qui est autour d'elle, autour de l'enfant qui change et qui reste différent des autres. Et voilà, on n'aura jamais. C'est vrai qu'on n'a pas les mêmes soucis. Qu'est-ce qu'il va faire notre enfant quand il sera plus vieux? Quelle orientation? Quel métier il va faire? Ça, on n'a pas ce souci-là. Est-ce qu'il va passer son bac? Est-ce qu'il va réussir? Hein, elle va à l'école, mais c'est bien à l'école en plus. Voilà, elle a des capacités, elle a une super mémoire, elle a beaucoup d'atouts, elle a beaucoup de choses intéressantes. Et voilà, elle restera ce qu'elle est, et c'est pas forcément. Mais à partir du moment où elle peut s'épanouir, et ça aussi, ce qui manque aussi, c'est des établissements. En gros, ce qui est un peu gênant aussi, c'est que si vous regardez à Dole, il n'y a que la maison d'accueil spécialisée, la MAS, comme exutoire à l'IME. Et moi, j'estime que c'est pas suffisant comme orientation. Voilà. Quand on a 18 ans, qu'on est jeune, on a envie d'avoir plusieurs possibilités, on a envie de. Il doit pouvoir se passer la même chose pour les. Elle a des capacités intellectuelles, elle est très intéressée, elle a envie de faire des choses. Je ne veux pas dénigrer la masse, mais c'est un peu un endroit où les activités sont plus réduites qu'à l'IME déjà, et où des fois le personnel est réduit le week-end, des fois le personnel est réduit les vacances, et les gens, leurs activités sont limitées. Quand il y a eu le confinement, ils étaient confinés comme des anciens, comme des personnes âgées. Ça ne me plaît pas du tout. Je ne conçois pas qu'une personne handicapée à 20 ans, si elle sort, qu'elle soit traitée pareil que si elle en avait 60. Et pendant 40 ans de sa vie, elle va rester en fauteuil, à regarder la télé, en attendant que ça passe, en attendant le bain du soir, la bouffe et le repos. Voilà, j'aimerais trouver un établissement pour elle qui soit un peu plus intéressant et un peu plus motivant pour elle et ses capacités. Parce que je ne vois pas pourquoi. Ça aussi, vous avez l'école, à l'IME, elle a 4 heures d'école par semaine. Bon, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Je ne sais pas à quel âge, je crois à 18 ans, ils considèrent que les gosses n'ont plus besoin d'aller à l'école. Alors c'est toujours motivant d'avoir une petite activité intellectuelle. Alors c'est peut-être pas forcément une institutrice qui doit faire ça peut être une personne, un éducateur, ça peut être. Mais garder un peu ce confort intellectuel de faire des choses. Elle a une tablette oculaire, donc ça aussi, on fait partie du matériel très coûteux et pas pris en charge. Ah si, j'ai une petite prise en charge du département. Autant pour moi, sur les 17 000 € que ça m'a coûté, j'ai eu 2 500 € quand même c'est quand même bien parce que c'est pas tous les départements qui le font, donc pas toujours jeter la pierre non plus. Donc la tablette oculaire, elle l'utilise, c'est quelque chose qui permet de s'exprimer, donc on met des thèmes, on met ce qu'elle aime manger, ce qu'elle aime voir, les émissions, et elle va à l'école avec, elle donne la date tous les jours. Donc ça c'est quelque chose qui l'intéresse, qui la motive et qui la fait participer à la vie.
Je trouve que ça doit rester. Et c'est pas garanti. Alors pour l'instant, je ne stresse pas parce qu'elle a 15h30, mais 15h30, donc 16 ans bientôt. Et à partir de ces 18 ans, il faut se poser la question. Donc, c'est un sujet qui va vite venir. Et c'est angoissant. L'avenir de l'enfant, c'est angoissant. Ça, c'est peut-être le dernier point que j'aurais évoqué, c'est ça. Ce qui angoisse les parents, c'est déjà la vie de tous les jours, parce que si elle est malade, elle est en bonne santé, je touche du bois, mais les enfants qui sont en plus malades souvent, qui peuvent avoir des problèmes pulmonaires, et ainsi de suite, ce n'est pas son cas. À part ces crises d'épilepsie, qui ne sont pas très, très lourdes, elle n'a pas de soucis de santé, donc ça, c'est déjà un souci de moins. Mais vous avez quand même le souci de l'enfant au quotidien. Si elle vous fait une gastro, elle vomit dans son lit, c'est pas facile de la nettoyer, de la sortir tout seul. Bon, ça c'est ma fait l'année dernière, c'était une catastrophe. Vous avez après l'angoisse de l'orientation. Jusqu'à 18 ans, elle est à l'IME, peut-être 20 ans, ça peut être. Elle va être à l'IME, je sais qu'à l'IME elle est bien, ça me rassure. Malgré tout, qu'est-ce qu'elle va devenir après? Donc on trouve un établissement, mais il faut que je trouve un établissement qui soit bien adapté. Et après, vous avez bien sûr le souci de qu'est-ce qu'elle devient après moi. Parce que moi, je suis quelqu'un on l'a eu tard. Moi, j'ai 59 ans. Euh, j'ai été malade l'année dernière, j'ai été opéré. C'était une angoisse permanente. Elle a pris cette emprise. Bon, j'ai été très bien aidé, hein, il l'a pris en charge totalement. Et le week-end, la masse l'a pris en charge alors qu'elle était mineure. Donc, ils ont fait une dérogation, tout s'est bien passé. Voilà, donc ça, c'était un cas comme ça, mais après, voilà, avec l'âge, cette angoisse-là est permanente. Et l'angoisse finale, c'est quand je ne serai plus là, qu'est-ce qu'elle fait? Voilà, qu'est-ce qu'elle devient? Et ça, personne ne peut donner beaucoup d'assurance là-dessus. Et moi, j'ai pas. Alors, faut que je réfléchisse, faut que j'aille quémander les informations. Après, il y a toute la prise en place de la tutelle. Après, il y a toute la mise en place à sa majorité. Il y a tous des trucs comme ça administratifs qui font que, c'est en gros, on vit au jour le jour. Si on réfléchit trop à long terme, l'angoisse est là. Et c'est un souci qui dépasse un peu. Alors, moi qui est encore plus amplifié, parce que évidemment, moi, comme je suis seul, je ne peux pas dire. Après, bon, elle a un frère, ce qui peut, mais son frère n'a pas vocation à la prendre en charge entièrement. Il a sa vie à faire, il a son métier, il n'a pas le devoir, c'est pas de la prendre en charge, même si j'espère qu'il aura quand même une prise en charge personnelle, familiale, mais pas du tout permanente. Ça, c'est pas possible. Donc voilà, il faut après qu'elle ait aussi une structure où elle soit bien dedans, et puis où elle puisse continuer à s'épanouir, et qu'elle puisse passer une vie au moins agréable. C'est un peu ce manque de. Ça rejoint ce qu'on dit, de toute façon, toutes les personnes vulnérables en France ne sont pas bien prises en charge. Donc à partir de là, on a résumé le souci. On peut parler des maisons de retraite, c'est le même combat. Donc, voilà. On a fait le tour. T'es d'accord, papa? Ouais. Non, mais alors par contre, oui, ce qui est bien, c'est que là aussi, on se compare forcément, mais on a toujours que autant je vois des fois des personnes handicapées, des gamins qui marchent, alors très mal, hein, mais qui sont vraiment handicapés, mais ils marchent. Déjà, moi, je vois ça comme un bonheur, alors que les gens les regardent déjà bêtement. Et après, quand vous avez une enfant très, très handicapée, vous dites, non, quand même, vous comparez par rapport à d'autres handicaps, et il y a quand les gens disent t'es courageux, non, il n'y a pas de courage chez un enfant handicapé. Elle n'est pas désagréable à être avec elle. On a une vraie communication, elle est souriante, elle est agréable. Elle n'a pas de comportement inexpliqué, parce que ça, vous avez des parents moi, j'ai vu des parents avec des enfants qui ont des crises, des trucs comme ça. Moi, j'aurais du mal à long terme. Alors qu'elle, j'ai pas ce souci-là. Le seul souci, c'est qu'elle ne parle pas, mais elle sait très bien se faire comprendre. Mais le seul souci, moi, en gros, c'est que physiquement, je suis obligé de m'occuper de tout. Voilà. Le reste, il n'est pas du tout désagréable. Hein, t'es une fille gentille, elle a un petit caractère, elle a ses petites caprices, mais rien d'invivable. Alors que, voilà, c'est ce qui me sauve, entre guillemets, de cette situation qui est quand même très lourde. Voilà.